Lorsque les enquêteurs vont arriver, ils ne sont pas près de ce qu'ils vont découvrir. Ils vont voir une maison totalement engloutie par les flammes et à l'extérieur une brouette où se trouve une jeune femme en train de brûler. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon d'abord tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 150 vidéos complètement folles que tu pourras regarder. Allez, c'est parti! La jolie petite maison de la famille Friendly était nichée dans les montagnes de la communauté isolée de Pinyon Pines en Californie. Avec son air frais et ses arbres ombragés, c'était un havre de paix pour y vivre. C'est un shérif, Ron Friendly, père de famille, qui a construit cette maison de 2 étages pour sa femme Vicky et leurs 3 filles. C'était à distance de tout, comme je vous l'ai expliqué, dans la nature, et les premiers voisins se trouvaient à peu près à 300-500 mètres. Vous comprendrez donc que c'est une maison dans la forêt, au milieu de la nature, isolée. Alors il y a des avantages, vous vivez dans un endroit paradisiaque, mais il y a des inconvénients. Et oui, parce qu'on est dans une DPAE, et imaginez que vous soyez en situation horrible et que vous ayez besoin de vos voisins, là vous pouvez toujours courir et faire confiance à vos pingos parce qu'il y a entre 3 à 500 mètres à franchir avant de trouver âme qui vive. La petite famille sera heureuse dans cette maison, nichée au cœur de la forêt. Lorsque, bien des années plus tard, Ron et Vicky, au bout de 13 ans de mariage, vont se séparer. Malgré tout, ils vont rester très bons amis. Vicky, de 53 ans, a gardé la maison et a commencé à sortir avec un entrepreneur et père de plusieurs enfants, John Hayward, 55 ans. Les 2 filles aînées de Vicky, Tanya et Jessica Drew, ont quitté la maison parce qu'elles étaient grandes et qu'elles voulaient faire leur vie, mais la plus jeune, Becky, 18 ans, est restée avec sa mère et son beau-père John. Becky était une étudiante qui travaillait également dans un restaurant local pour se faire un peu d'argent de poche et elle était connue pour sa personnalité amusante et souriante. Elle était extrêmement populaire, elle avait plein d'amis. Et là, dans la nuit du 17 septembre 2006, la tragédie va frapper. Vers 21h, les voisins de loin ont vu d'énormes flammes venir de la propriété des Friendly et ça éclairait le ciel nocturne. Les pompiers se sont précipités sur les lieux. La maison était en feu et alors qu'ils luttaient contre l'incendie, il était devenu clair qu'il y avait plusieurs décès. 3 personnes. Vicky, John et Becky étaient morts. Mais ce n'était pas un accident. On pouvait se douter tout de suite que c'était une scène de triple meurtre. En effet, Vicky avait reçu une balle dans la tête et John avait été tué avec un fusil de chasse au niveau de l'abdomen. Les corps de la mère de Vicky et de John étaient dans la cuisine et il a été déterminé qu'ils étaient morts avant que l'incendie ne soit déclenché. Mais là, vous allez voir qu'il y a une scène extrêmement bizarre et horrible qui se trouve à l'extérieur de la maison. En effet, à l'extérieur, il y avait une vue horrifiante. Le cadavre de Becky était en feu dans une brouette. Tout de suite, ils vont faire des recherches. Ils vont trouver des empreintes sur les lieux qui suggéraient qu'elle avait été attaquée derrière la maison, placée dans la brouette avant d'être roulée vers l'extérieur de la maison et que ensuite son corps sera incendié avec un accélérateur de feu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils retrouveront donc les restes carbonisés de Becky et elle était malheureusement tellement gravement endommagée que ce serait très difficile de trouver comment elle avait été tuée à l'autopsie. Bien sûr, alors que les voisins les plus proches, comme je vous l'ai dit, étaient à 300-500 mètres de distance, personne n'avait été témoin de quoi que ce soit et n'avait rien entendu. Ils ont été au courant juste au moment des flammes quand ils ont appelé les pompiers. La petite communauté a été choquée car comme bien souvent dans mes histoires, c'était une région très calme où tout le monde se connaissait. En peu de temps, les accusations et les rumeurs étaient répandues.
Les enquêteurs ont commencé à se concentrer sur toute personne qui aurait pu avoir de la rancune contre cette famille et ils ont tout de suite pensé à Ron, l'ex-mari qui était shérif. Le père, Ron, en deuil, a été interrogé pour voir s'il était impliqué de quelque façon que ce soit. Mais son bornage téléphonique l'ont placé à 11 heures d'ici, en Californie du Nord. Ron était innocent. Lorsque toute cette agitation sur Ron s'est calmée, les enquêteurs ont déterminé que c'était Becky, la fille, qui était la cible principale. Après tout, elle avait été sortie de la maison, positionnée à l'extérieur dans une brouette, tuée et incendiée, et cela montre bien souvent que quand il y a un scénario de meurtre aussi compliqué, le meurtrier connaissait la victime et avait un attachement passionnel ou très fort avec elle pour mettre au point tout ce scénario. En effet, cette scène de meurtre peu commune, et sûrement pas faite au hasard, suscitait donc plus d'intérêt chez le tueur et donc pour sa victime. Sa famille a également révélé que la plus grande peur de Becky était le feu, après qu'elle ait, dans le temps, accidentellement tiré une casserole de graisse chaude sur elle-même et qu'elle s'était ébouillantée quand elle était enfant. Donc c'était quelqu'un qui la connaissait bien et qui aurait su cette histoire. L'attaque, comme je vous l'ai dit, était donc personnelle. Et tout de suite, la suspicion est tombée sur l'ex-petit ami de Becky, Robert Larspape, alors âgé de seulement 18 ans. Ils sont sortis ensemble au lycée pendant environ 1 an. Et Robert était le premier amour de Becky, mais il était devenu possessif. Il avait mauvais caractère, il lui prenait tout le temps la tête et on dira de lui que c'était pas le pingouin qui glissait le plus loin sur la banquise. En effet, il était devenu bien trop possessif. Et lorsque les choses se sont terminées entre eux plus tôt cette année-là, ils ont tous les deux commencé à voir d'autres personnes. Mais Robert continuait à téléphoner à Becky très souvent de manière obsessionnelle. À l'époque, volontairement, ne sera pas rendu public que Robert était un suspect dans cette affaire, avec même son meilleur ami, Christine Conrad Smith, alors âgée de 18 ans, qui aurait pu être complice. Il s'est avéré que ce jour-là, ces deux-là, donc Robert et Christine Conrad, devaient faire une randonnée près de chez Becky, donc le jour où elle a été tuée. Ils ont été interrogés et ils ont nié être dans les parages. Robert et Christine Conrad ont insisté sur le fait qu'ils jouaient à des jeux vidéo et qu'ils tiraient au paintball ce jour-là à ce moment-là. Ils n'ont donc pas été nommés comme des personnes d'intérêt à l'époque ou même arrêtés. Robert a dit qu'il avait quitté Becky et que c'était donc lui qui l'avait quittée et qu'il n'avait donc pour cela aucune raison de la tuer. En fait, il a insisté à l'époque sur le fait qu'il n'avait pas été en contact avec elle depuis des semaines. Et l'affaire va rester froide et les proches de cette famille vont rester sans réponse. Après 6 ans, cette affaire va revenir sous les projecteurs alors qu'un panneau d'affichage va être mis en place. Ce panneau d'affichage montrait une photo de la belle Becky avec le mot « avant » suivi d'une photo maquette d'une brouette brûlante avec écrit « après ». Il était écrit « Est-ce que cela vous rend malade? Alors faites quelque chose à ce sujet ». Il y avait une ligne où une récompense de 50 000 $ serait donnée pour toute information. Et en effet, cette initiative était extrêmement novatrice et cela pouvait susciter à des gens qui voyaient le panneau l'envie de téléphoner s'ils avaient quelque chose à dire sur cette affaire qui était restée sous silence depuis 6 ans. Peu après, de nouvelles informations vont arriver. Un témoin a déclaré que Robert était entré sur les lieux du travail de Becky avant qu'elle ne soit tuée et qu'il continuait à la harceler. Cela ne ressemblait pas à un ex-petit ami qui avait rompu et avec qui il n'y avait plus de nouvelles. 7 ans après l'incendie, donc, Robert et Christine Conrad ont été arrêtés pour les 3 meurtres et pourtant ils n'étaient pas les suspects habituels. En effet, ni l'un ni l'autre n'avaient de casier judiciaire et ils semblaient être des membres honnêtes de la communauté, de jeunes gens bien sous tout rapport. Christine Conrad s'était mariée, il était dans l'armée, et Robert avait épousé une fille avec qui il sortait juste quand Becky avait été tuée. Ce qui suppose que le Robert, il était en couple, et pourtant il avait encore de l'intérêt pour Becky puisqu'il a échafaudé tout ce plan, mais
horrible et dégueulasse. Alors, comme je viens de vous le dire, qu'il sortait avec une autre jeune fille. Et du coup, je pense, alors on a pensé bien sûr aux victimes, à la famille des victimes. Mais je pense aussi à cette jeune fille avec qui Robert était marié. Et qui découvre que son mari est un meurtrier et que il avait beaucoup d'intérêt et d'obsession pour une autre femme qu'elle. Robert était très croyant et un membre très actif de l'église. Après 6 mois, toute accusation portée contre eux va être abandonnée. La seule explication donnée à ce moment-là était que c'était pour des raisons juridiques, il devait y avoir une faille dans le dossier. Mais au grand soulagement de tout le monde, pour tous ceux qui attendaient justice, ils vont être remis en cause en 2016. Un ex-collègue de Robert et de Christine Conrad s'était manifesté pour dire que dans les semaines qui ont suivi les meurtres, Christine Conrad avait admis être sur les lieux et que les plans avaient mal tourné, qu'il ne voulait pas aller jusque-là. Il y aura donc un procès cette année-là. Il n'y aura aucun témoin et les preuves étaient principalement circonstancielles. Comme les preuves étaient faibles, l'équipe de défense a déclaré que les enquêteurs avaient ignoré les autres suspects. Ils sous-entendaient là qu'ils s'étaient mis focus sur Robert et sur Christine Conrad et qu'ils auraient dû avoir d'autres suspects, c'était leur mode de défense. En effet, ce jour-là, il y aurait eu une voiture qui avait presque fait sortir les pompiers de la route alors qu'ils s'étaient précipités sur les lieux de la maison en flammes. Mais cette voiture n'aura jamais été identifiée. Robert et Christine Conrad ont tous les deux dit qu'ils jouaient au paintball et ils affirmaient ne pas avoir été là-bas. Pourtant, leur téléphone avait borné sur la route menant à la maison des Friendly. Les policiers avaient aussi trouvé une carte de visite qui portait l'ADN de Christine Conrad sur les lieux. Malgré son affirmation, lui, que le Christine Conrad, il n'était jamais allé dans cette maison. L'accusation dira que Robert était jaloux que Becky soit passée à autre chose et sortait avec un autre garçon et que c'était son motif. Alors que lui retourne la situation et avait dit à un enquêteur à l'époque qu'elle était un peu obsédée par lui. Mais les dossiers téléphoniques montraient le contraire, il n'arrêtait pas de l'appeler. En juin, le jury les a tous les deux reconnus coupables. Robert a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré pour la mort de Becky, ce qui en a déçu certains, mais ils ont tous les deux été reconnus coupables au meurtre au 1er degré pour Vicky et John, les parents, la mère et le beau-père. La famille et les amis ont pleuré, mais ils étaient tout de même soulagés d'obtenir enfin justice après 12 ans d'agonie d'attente. Lors de la condamnation, Christine Conrad a pris la parole. Il a dit « Je ne ressens aucune honte et je ne ressens aucun remords parce que je ne vous ai pas pris vos proches. Je suis innocent et je n'ai pas commis ces crimes et cela ne changera jamais. » La sœur de Becky, Drew, a fait une déclaration émouvante. Elle dira « Quand ils ont tué ma petite sœur, ils ont volé tout mon univers. J'ai tout perdu quand ils ont pris la vie de ma mère et de ma sœur. Tout ce qui restait étaient des cadavres carbonisés, de belles personnes qu'elles étaient autrefois. » La fille de John, le beau-père, dira « J'ai senti que j'avais tout perdu après que mon père ait été tué de façon malveillante par un jeune homme jaloux. » La famille, bien triste, continuera sa vie, mais elle restera toujours obsédée par ce drame. Ils ont pu ressentir du bonheur, mais penseront toujours que 3 êtres chers leur ont été pris. Quelle que soit la punition de ces 2 personnes, ils méritaient plus, pensait-il. Le juge les a condamnés tous les deux à la prison à vie, sans risque de libération conditionnelle, et perpète, c'est perpète. Le juge dira ces meurtres ont été commis de manière sophistiquée et planifiée. Les crimes impliquent une grande violence et un degré élevé de cruauté. Après 12 longues années, le triple meurtre de Panion Pines avait été résolu, mais rien ne résoudra l'horreur vécue par John, Vicky et Becky ce jour-là dans la maison tranquille de montagne où ils se croyaient en sécurité. Voilà, cette horrible histoire d'incendie et de corps dans une brouette est finie. Bon d'abord dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas que cet ado là, ces 2 ados, alors déjà l'ex jaloux, on sait que souvent les crimes sont passionnels, mais je le trouve bien jeune pour avoir des idées aussi horribles en tête, alors qu'en plus il était avec une jeune fille à ce moment-là qu'il va épouser.
Mais alors en plus, dis-moi si tu ne trouves ça. Mais alors en plus, dis-moi si tu ne trouves pas ça totalement dingue de savoir qu'il a réussi à entraîner son meilleur ami Christine avec lui pour faire le coup. Mais alors là, le Christine, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Et bien souvent, malheureusement, dans les crimes, on voit qu'il y a des personnes qui vont avoir une sorte de prégnance sur l'autre et les entraîner dans les pires coups. Dis-moi ce que tu penses de tout ça et justement de l'influence que peut avoir une personne sur une autre. Et dis-moi alors toi, est-ce que tu serais capable de vivre dans une maison au cœur de la campagne, en plein milieu de la forêt, ou si justement tu habites dans une maison isolée? Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça formidable d'habiter au milieu de la forêt. C'est bucolique, c'est paradisiaque, mais en même temps, ça me glace d'effroi parce que c'est le schéma typique d'un film d'horreur, la maison isolée au milieu de la forêt. Donc dites-moi, les courageux qui habitent au milieu de la forêt, dites-le moi dans les commentaires. Et puis surtout, je trouve que vous avez beaucoup de chance parce que vous devez être vraiment bien au milieu de toute cette verdure. Vous en conviendrez, pour l'emoji, on n'allait pas laisser une brouette, je trouve que c'est totalement indécent. Et du coup, vous allez me laisser un arbre, ce qui représentera la campagne, la forêt. Je voulais vous remercier parce qu'à chaque fois, vous êtes adorables. Vous prenez le temps de m'écrire sous les vidéos et j'adore discuter avec vous. Continuez. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous ressentez. Vous êtes des amours, mes zigotos. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour deux raisons. La première, parce que j'ai plus de 150 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder. Et la deuxième, parce que comme je vous l'ai dit, à 10 000 abonnés, je tourne une vidéo avec mes amis, mon mari, dans un hôtel ou une maison hantée. Vous allez tout voir, le petit déjeuner, la préparation, la route, tout ce qui va se passer là-bas, la nuit, le réveil, etc., nos ressentis. Donc, abonne-toi. Si jamais justement tu habites dans une maison isolée dans la forêt, mais quand tu es dans ton jardin, pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous, mes zigotos. Bye bye.